Martine, du coup, je te laisse la parole. Je suis désolée de cette incursion, mais ça introduit en effet tout à fait le fait qu'il y ait sûrement des évolutions pour cette loi, à cette loi de 2011. Donc, Martine, je te laisse la parole. Et si tu devais rejoindre aussi l'hémicycle, n'hésite pas. Je resterai bien évidemment avec nos invités jusqu'au bout. C'est bien la moindre chose. Et pardonnez-nous pour ces bouleversements. Mais et puis je trouve que c'est quand même vraiment cette table ronde. Moi, j'y tenais aussi particulièrement, comme Joël et mes collègues. Et donc, on prendra le temps encore qu'il faudra. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas prévu de retourner dans l'hémicycle, donc je serai avec vous jusqu'au bout. Voilà, je voulais donc remercier les différentes intervenantes qui se sont exprimées, et en particulier, bien sûr, Marie-Jo Zimmermann, et faire le constat que toutes les interventions me semblent converger à ce moment, à savoir que la loi de 2011 a vraiment permis des avancées considérables en matière de parité économique, mais que la loi a aussi ses limites. Et donc, si vous me le permettez, faire une courte synthèse pour poser justement les limites que nous avons les unes et les autres repérées. Tout d'abord, la loi de 2011 ne concerne pas de la même manière toutes les entreprises. En effet, les quotas imposés par la loi de 2011 ne sont atteints que dans les entreprises cotées du SBF 120. Pour les plus petites capitalisations, les femmes étaient moins d'un tiers dans les conseils d'administration en 2018. Les entreprises non cotées de 500 salariés et plus et au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires comptaient, elles, moins de 25% de femmes au sein de leur conseil d'administration en 2019. Enfin, les entreprises de 250 salariés et plus et 50 millions de chiffre d'affaires concernées par les mêmes quotas depuis le 1er janvier 2020 n'ont pas encore atteint l'objectif de 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Deuxième constat, la loi dite Copé-Zimmermann, ne concerne que les conseils d'administration et de surveillance. Les véritables instances décisionnaires ne sont donc pas concernées par les contraintes qu'elle a mises en place. Cela a été repéré dans les différentes interventions. Les quotas imposés n'ont ainsi pas encore aidé les femmes à pousser la porte des comités exécutifs, COMEX, ou des comités de direction, CODIR. En France, dans ces lieux de pouvoir qui ne sont soumis à aucune contrainte légale, les femmes occupent moins de 20% des postes dans le SBF 120. Troisième constat, enfin, la question du contrôle de l'application de la loi est primordiale. Or, c'est en partie là que le bât blesse. Si le suivi de l'application de la loi est transparent s'agissant des grandes capitalisations boursières, il est plus aléatoire pour les autres entreprises, pourtant aujourd'hui soumises au même dispositif contraignant. Il semble que l'État manque d'outils et surtout de moyens pour contrôler l'application des dispositifs de parité économique qu'il a lui-même instaurés. Alors, la question qui est devant nous, c'est de savoir quelles sont les perspectives d'évolution aujourd'hui. Faut-il modifier la loi, s'inspirer d'exemples étrangers, instaurer des chartes de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans les entreprises en matière d'accès des femmes aux responsabilités économiques, s'en remettre à l'action des régulateurs économiques pour évoluer vers plus de parité dans les responsabilités à tous les niveaux. Alors, je pense que vous n'avez pas été sans noter que lundi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé devant nos collègues de la DDF à l'Assemblée nationale être favorable à l'instauration de nouveaux quotas dans les entreprises pour faire progresser l'égalité hommes-femmes, non seulement l'égalité salariale, mais également l'égalité en matière de gouvernance. Comme nous, toutes, je crois, il a trouvé regrettable qu'une seule femme dirige une entreprise du CAC 40 et a déploré que les comités de direction ne comptent aujourd'hui que 17% de femmes. Pour favoriser l'accession des femmes à des postes de direction dans les entreprises françaises, il s'est dit favorable à l'instauration de quotas
et a déclaré « Il faut maintenant être capable de passer la vitesse supérieure et donc de rentrer dans une logique plus ambitieuse qui passe par des quotas. » Et donc, j'allais dire, l'ouvrage est maintenant sur le métier. À nous de saisir la balle au bond et de travailler dans le bon sens pour faire que la loi puisse donc progresser. Et pour ce faire, nous proposons de demander conseil, avis, propositions, pistes de travail à Madame Françoise Savès, qui est présidente de l'Association des femmes experts comptables et qui est engagée pour permettre à davantage de femmes de participer au véritable lieu de décision dans l'entreprise. Et vous prendrez ensuite la parole, Monsieur Denis Terrien, dont notre présidente a déjà vanté les mérites, qui est président de l'Institut français des administrateurs. Donc nous comptons sur vous, comme vous l'avez compris, pour nous inspirer dans notre travail à venir de parlementaires. Merci. Merci Madame la sénatrice, merci Madame la présidente de m'avoir invitée à cette table ronde. Merci Madame la députée Zimmermann de nous avoir resitué cet historique. Je voulais d'abord vous dire que l'association que je préside a été créée en 2011 dans une idée bien précise, c'était celle d'accompagner le déploiement de la loi Copé-Zimmermann. Nous avions deux axes de travail. C'était d'une part utiliser le réseau des experts comptables au plus près des entreprises, experts comptables et commissaires aux comptes, puisque mon association regroupe également les femmes commissaires aux comptes. Accompagner la loi Copé-Zimmermann au plus près de toutes les entreprises et également former les femmes experts comptables qui souhaitaient rejoindre un conseil d'administration. S'appuyer sur ces femmes qui, dans la profession, seraient motivées pour évidemment servir d'exemple dans la sphère qui est la nôtre, la sphère financière. Pendant 4 ans, de 2014 à 2017, nous avons étudié le déploiement de cette phase, on va dire, de sensibilisation de la loi Copé-Zimmermann avant d'arriver à 2017, année d'application. Ce que nous avons constaté, on l'a déjà dit, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on constate en 2017? Qu'on n'est pas tout à fait dans les clous, que seules les entreprises qui sont très médiatisées sont dans les clous. Et que vous avez beau prendre la cote, nous avons étudié pendant 4 ans les 625 entreprises que nous avions ciblées sur la cote, des 3 compartiments. On avait rajouté l'Alternext. On était dans le quota uniquement sur les entreprises très médiatisées. Et plus on descendait, évidemment, plus on perdait les entreprises pour arriver à peine à 28%. L'année d'après, nous avons décidé d'aller plus loin et d'essayer de repérer toutes les entreprises françaises qui rentraient dans les chiffres de chiffre d'affaires effectifs, qui étaient donc concernées par la loi Copé-Zimmermann. Nous avons décidé que nous ne voulions pas arrêter notre étude aux entreprises cotées, puisque le CAC 40, le SBF 120, on voyait bien qu'ils y étaient presque et qu'ils y seraient. Nous voulions réellement connaître. Nous nous sommes heurtés à 2 choses. La première des choses, c'est l'information. Dès que vous voulez connaître l'ensemble des entreprises soumises à la loi, des plus petites, c'est d'abord le problème de la collecte de l'information. Ensuite, un autre frein nous est apparu. Dans ces entreprises, vous descendez dans la taille des entreprises en France, c'est vous n'avez plus de conseil d'administration, vous n'avez plus de conseil de surveillance, vous n'avez plus de SA, vous avez le grand succès de la SAS. Et dans la SAS, depuis maintenant 10 à 15 ans, les comités, la gouvernance est organisée comme les statuts le souhaitent. Il y a une liberté statutaire concernant la gouvernance des SAS et un grand succès
de la SAS. Nous avons donc vu deux limites. Nous avons vu se réduire considérablement, plus on étend la loi, on a vu se réduire considérablement la base et la difficulté de collecter l'information. Alors, nous avons dit, nous, femmes experts comptables, comme vous l'avez dit, mesdames des réseaux, notre association, qui donc s'est vraiment construite pour accompagner le déploiement de cette loi, évidemment, nous avons dit, s'il y a bien des personnes qui vont être en première ligne pour pousser dans les entreprises, ce sont les femmes experts comptables. J'ajoute, comme mes collègues, que les hommes sont adhérents aussi de l'association quand ils ont envie de pousser les idées que nous développons. À partir de là, on s'est dit, il y a un problème de connaissance et il y a un problème, comme je l'ai dit, d'absence d'organes de gouvernance dans beaucoup d'entreprises françaises. Donc, descendre les seuils, pourquoi ? Faire une loi et des sanctions, et entre les deux, que se passe-t-il ? Il y a un problème de déclaration et il y a un problème de contrôle. Il n'y a pas de loi qui puisse prévoir un cadre et des sanctions sans qu'au milieu, il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et le trou dans la raquette, c'est la déclaration. Nous sommes un pays, la France, qui est un pays déclaratif. Et nous devons déclarer et nous devons contrôler. Et déjà, le fait de déclarer est une mesure vertueuse. Parce que qui dit déclarer dit qu'on a une obligation. Tout marche comme ça en France, la fiscalité, le social. On déclare, on a donc des conseils qui n'hésitent pas à vous rappeler qu'il faut déclarer. Et que s'il faut déclarer, que si vous ne déclarez pas, il y a des sanctions au bout. Il y a actuellement une méconnaissance de la loi, des seuils, il y a une absence de déclaration et il n'y a pas de contrôle. Donc la loi, oui, les COMEX, les CODIR, les sanctions de plus en plus sévères, mais il faut combler le trou dans la raquette. Alors moi, j'ai deux propositions à faire en ce qui concerne la déclaration et le contrôle. En ce qui concerne la déclaration, j'ai réfléchi en bonne professionnelle sur le terrain et je me suis dit, bon, encore une autre obligation déclarative. Et puis, je regarde et je vois l'index égalité des salaires. Tiens, en voilà donc un exemple de déclaration. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On fait un index, enfin on remplit tout ce qu'il faut pour avoir un index, on l'envoie, on le met sur le site internet de l'entreprise, on le publie, on est obligé de le publier et on l'envoie à l'inspecteur du travail. Parce que publier sur le site internet, ça ne suffirait pas. Donc je me suis dit, il y a un autre exemple qui m'est venu, ça a été celui de la déclaration des bénéficiaires effectifs dans la loi contre le blanchiment. Voilà une loi qui, depuis 3 ou 4 ans, impose à toutes les entreprises de déclarer quels sont leurs bénéficiaires effectifs dans le cadre de la lutte pour le blanchiment. C'est-à-dire qu'on est même allé chercher à l'intérieur de l'actionnariat les personnes qui sont en situation d'être un bénéficiaire effectif de l'entreprise, quel que soit son statut a priori officiel, juridique. Est-ce qu'il est, en fonction de critères, un bénéficiaire effectif ? La loi sur le blanchiment, le registre des bénéficiaires effectifs. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, mais qui donc s'occupe en France du registre du commerce et des sociétés ? Eh bien, ce sont les greffes des tribunaux de commerce. Je me suis d'ailleurs, c'est peut-être moins le sujet aujourd'hui, mais je me suis aussi demandé, mais un jour, il va peut-être falloir aussi se poser la question des associations, des syndicats professionnels, des organisations diverses. Et je me suis dit, il y a bien le registre national des associations qui sont tenues par les préfectures. Donc, nous avons l'arsenal. J'ai donc proposé que de manière simple et peu coûteuse pour les entreprises, nous ayons une obligation de déclarer auprès des greffes du tribunal de commerce par le GIE Infogreffe, en ligne, chaque année,
Au moment où on dépose les comptes et le rapport de gestion, et toutes les obligations qu'ont les entreprises de chaque année déposer le procès-verbal d'affectation des résultats, le rapport de gouvernance et le rapport de gestion, et également les comptes annuels. Je rappelle entre parenthèses que toute nomination d'administrateur est enregistrée obligatoirement au greffe, donc l'information est liée. Il faut que chaque année, de manière simple et peu coûteuse, j'insiste, parce que pour le registre des bénéficiaires effectifs, ça a été un drame, ça a été très dur pour certaines entreprises, que l'entreprise puisse déclarer, premièrement, comment est organisée sa gouvernance. COMEX, CODIR, organes de... Voilà, parce que ça peut être dans une SAS, ça peut être extrêmement souple, c'est la liberté statutaire de l'organisation de la gouvernance. Très bien, on définit qu'est-ce que la gouvernance, comme on l'a défini les bénéficiaires effectifs en matière de blanchiment. Ben, là, on définit et on dit comment est organisée votre gouvernance. Voilà. Et puis, vous déclarez l'organe de gouvernance que vous avez et vous déclarez homme-femme. Et vous déclarez homme-femme. C'est des choses qu'on a eu l'habitude de faire pendant des années. On a toujours déclaré, par exemple, on avait une déclaration sur le suivi de l'apprentissage en France, où on a toujours été amené à déclarer comment se composait l'apprentissage entre les femmes et les hommes. Donc, franchement, là, aujourd'hui, on a un sujet qui est tout simple. C'est de se dire à quel moment on déclare comment est organisée la gouvernance et comment elle se compose. Et ensuite, nous allons parler du contrôle. Eh bien, le contrôle, il peut être à deux niveaux. Le contrôle, il peut être dans les entreprises dotées d'un commissaire aux comptes. Ça peut être une obligation du commissaire aux comptes que de contrôler. Et pour cela, eh bien, c'est tout simple. Il faut que l'information soit dans le rapport de gestion. Si l'information concernant la parité, concernant l'organe de gouvernance, concernant la parité l'obligation oui ou non, est-ce qu'on est dans le cadre de la loi ou non? À partir du moment où c'est une obligation qui est dans le rapport de gestion, le commissaire aux comptes, au titre de ses vérifications, va forcément devoir inclure ça dans sa mission. Et le cercle est vertueux, parce que quand il y a des sanctions et que les gens sont là pour dire « attention », il y a des sanctions, vous n'êtes pas dans les clous, on a mis plus. Vous avez déclaré, si vous ne déclarez pas, vous risquez ça. Bien, le but, c'est de ne jamais arriver à la sanction. Parce que la sanction est grave. Aujourd'hui, les sanctions sont extrêmement graves. Et je suis très soucieuse de savoir qu'aujourd'hui, les délibérations d'un conseil d'administration qui est mal constitué sont nulles et que beaucoup trop de personnes ne le savent pas. Après, tout ce qui a été dit, forcément, je ne vais pas répéter. Je vais dire que nous, notre travail de conseil, c'est d'assurer au niveau du tissu français que ces règles qui ont été posées par Mme Zimmermann, par M. Copé, ruissellent dans le tissu français, jusque dans la petite entreprise, parce que je pense que c'est, vous l'avez dit, Madame, aujourd'hui, on le voit avec les entreprises à mission. Le rôle de l'entreprise est vraiment, de toute manière et à tout détail, de s'assurer de certains équilibres en dehors des limites de l'entreprise et d'affirmer son rôle dans la société. Je pense que j'ai terminé et je vous remercie. Vous avez été très concrète, surtout. En plus, c'était très bien, vraiment. Merci. Merci. Et ça, je pense que ça sera vraiment le point de bascule de l'application de la loi. Là, c'est imparable. Merci beaucoup. J'ai toujours dit que non, mais vous savez pas, Agnès Bricard, Françoise, elles m'ont aidé, vous savez même pas comment. C'est des femmes exceptionnelles. Vraiment. Bon, merci. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai que nous avons. C'était un vide, voilà. Et là-dessus, moi, je suis très heureuse que
Voilà, moi je le préconisais et on me disait, mais c'est-à-dire, il faut toujours se replacer en 2011. Je dirais qu'il fallait y aller progressivement et depuis 10 ans, si vous voulez, tant qu'on était dans la majorité, bon, je pouvais l'imposer. Voilà, après, il y a eu d'autres priorités, malheureusement. Et là, je vous remercie beaucoup et ça, il faut que ça fasse date. Mais c'est important aussi de dire que ça doit être connu, publié. Hein, les informations qui sont au greffe doivent être accessibles. Et je peux vous garantir que vous avez un nombre d'universitaires, un nombre, comme l'a dit madame, que nous avons entendu tout à l'heure, de personnes qui ont un mal fou à obtenir les informations. Absolument. Donc, comment voulez-vous qu'une loi soit appliquée si personne ne sait et si personne ne regarde et si même celui qui veut regarder ne trouve pas? Mais d'ailleurs, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que autant tout ce qui est impacté par la loi Copé-Zimmermann, je dirais, il y a ce contrôle grâce à Florian de Saint-Pierre, entre autres. Et puis, il y a eu également Monsieur Le Péchon qui m'a beaucoup aidé, alors bénévolement, à récolter des informations. Et bon, moi-même, je suivais. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, il faut l'ancrer. Parce que... voilà, ça a été, je dirais, une loi qui a lancé un système et aujourd'hui, il faut l'ancrer juridiquement. Et donc, il faut donc créer cet index de la parité dans la gouvernance française. Tout à fait. Il faut assortir ça de quelques critères de définition de ce qu'est la gouvernance, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au COMEX-CODIR, puisqu'on a beaucoup de structures différentes. Il faut aller sur les associations. Il faut aller aussi dans le milieu associatif. Il y a de très belles, très grandes associations qui méritent aussi qu'on se pose la question. On a les registres et voilà ce qu'il faut faire entre les deux. Merci infiniment.